années sur le picard, particulièrement dans sa variété parlée et écrite dans le vieux. Elle prépare en ce moment un ouvrage qui documente l'état actuel de cette variété et propose une analyse détaillée de ses structures pour démontrer dans quelle mesure le picard se distingue du parler français, du français parlé dans la même région. Je vous invite donc à écouter Julie Auger. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec une diapo qui est une vieille information pour la plupart des gens ici, mais comme on a un public qui est quand même international, j'ai pensé vous montrer une carte de la France qui illustre une partie de la diversité linguistique qu'on trouve dans ce territoire. Même si la France n'a qu'une langue officielle, même si elle ne reconnaît pas ces langues régionales de façon officielle, on trouve vraiment une mosaïque linguistique. Et la Picardie, j'imagine que tout le monde le sait, mais donc elle se trouve tout à fait au nord de la France et aussi dans une partie de la Belgique. Le picard, comme toutes les langues régionales de France, se porte plutôt mal. Le nombre de personnes qui le parlent est inconnu. Je ne connais pas de recensement qui soit fiable, mais les chiffres ne sont pas encourageants. Les chiffres de 99 montrent que parmi les personnes les plus âgées, il y avait environ 5% de la population qui rapportait parler le picard, mais parmi les plus jeunes, ça diminue à moins de 2%. Pourtant, il existe un mouvement de revitalisation du picard. Et j'ai voyagé un peu en France et personnellement, je suis impressionnée par la vigueur de ce mouvement. Juste pour vous montrer quelques exemples, l'affichage des noms des villes, des villages en picard, il y a eu une tentative au début des années 80 qui n'a pas fonctionné. Ça semble mieux parti cette fois-ci. Parfois même les compagnies étrangères comme Ikea affichent en picard, ici une affiche de Valenciennes. On s'adresse parfois au gouvernement en picard, comme ça s'est fait en 2014. Et on trouve aussi le picard à l'écrit. Dans Internet, par exemple, le tout dernier blog de Jean-Pierre Calais, le Courrier Picard, le journal régional depuis 6 ans, je crois, publie une édition où les 2 premières pages et les 2 dernières pages sont entièrement traduites en picard. Et on trouve de la musique, on trouve des revues, on trouve des livres qui sont publiés en picard. Mais comme le picard, comme la plupart des langues régionales, est essentiellement une langue parlée, ben, il faut se poser la question, quelles normes est-ce qu'on adopte pour le picard? On n'a pas un bon usage picard qui existe, on n'a pas le petit Robert, le grand Robert qui nous dit comment épeler les mots. Donc, il faut trouver des solutions. Et un élément qui complique la situation du picard, c'est que si on regarde en plus de détail le territoire linguistique picard, il est en fait très vaste. Il couvre essentiellement tout le nord-ouest de la France et des villes comme Lille, Amiens, Arras, Valenciennes et Tournai et Mons en Belgique. Et les gens parlent picard, les linguistes reconnaissent qu'il y a un fond, un cœur qui est le même, mais il y a des différences qui sont significatives. Par exemple, si on regarde un ouvrage pour l'enseignement du picard préparé par Alan Dawson, je parle picard, on a seulement 2-3 phrases ici, mais on voit déjà que pour dire tu n'étais, on a 2 pronoms différents, on a te et on a tu, on a 3 formes différentes pour l'imparfait. Et si on regarde à la première personne du pluriel, on voit 2 variétés utilisent au, une variété utilise l'équivalent de on était, et les formes de l'imparfait varient aussi. Et finalement, un autre élément très fréquent, la négation, on voit qu'on a pont chez les chimies, on a point dans la région d'Amiens et on a pas à Tournai. Donc, quand on publie un ouvrage en picard, comment est-ce qu'on représente cette variété? Est-ce qu'on essaie de la représenter? Un dernier exemple, le dévoisement final.
dans le vimeux ponctueux, on a des fricatives, des occlusives sonores. On a rouge, orange, âge, comme en français, camarade. Mais si on va dans le nord, on trouve rouge, orange, âge, camarade. Et on peut voir un exemple de cette variation. En fait, dans un ouvrage qui a été traduit dans 2 variétés, en picard et en stimi. Et on voit donc la couleur rouge qui est rouge en picard et rouge en stimi. Donc, on a de la variété à l'écrit, mais aussi à l'oral. Et en fait, à l'oral, la variété, la complexité est parfois plus grande. Dans une étude qu'une de mes étudiantes a faite le semestre dernier, elle a trouvé qu'à l'écrit, il y a tendance à représenter le dévoisement final comme étant catégorique. Soit qu'on l'obtient, par exemple à tourner, soit qu'on ne l'obtient pas dans le vimeux. Mais ce qu'elle a trouvé en faisant une étude de l'oral, c'est qu'en fait, il y a de la variation partout. Il y a davantage de dévoisement à Tourcoing et à Valenciennes. À Amiens, c'est moindre, à 38%, mais à ma grande surprise, dans le vimeux ponctueux, elle a trouvé 25% de dévoisement total ou partiel. Donc on a de la variation à travers les régions, mais on a aussi de la variation à l'intérieur d'une même région. Une autre de mes étudiantes, le semestre dernier, a fait un travail sur le picard parlé dans le vimeux. Elle a analysé les données orales de 4 locuteurs. Donc, quelle forme est utilisée pour la préposition sur, par exemple. Ici, on voit que JLB a utilisé essentiellement des formes picardes et très peu de sur, qui correspond à la forme française. Mais les 3 autres locuteurs emploient en majorité la forme qui ressemble au français. Même chose pour chose. JLB emploie cause presque dans tous les cas, alors que les 3 autres locuteurs utilisent chose plus que cause. Et dans 2 cas, ils n'emploient que chose. Et finalement, pour la négation, point domine grandement pour JLB, mais dans les 3 autres cas, même si point domine, il y a une présence qui est non négligeable de pas. Donc, que fait une revue comme Schlanchron, une revue qui est publiée depuis 1980, qui est tous les 3 mois, donc et c'est une revue qui, dès le moment où elle a été créée, en fait, elle a été créée pour lire, pour voir, parce qu'il y avait des mordus de Picard qui avaient envie de publier des textes, mais ils ne savaient pas s'il y aurait un lectorat pour ce type d'ouvrage. Donc, ils ont publié un premier numéro pour voir si ça pouvait marcher, et 36 ans plus tard, ils sont toujours là. Et dès le départ, en fait, même si l'équipe de rédaction de Schlanchron, en passant, je le dis très mal parce que mon Picard est très mauvais, mais ça veut dire le pissenlit, donc c'est le nom de la revue. Donc c'est une revue qui est basée à Ville. Il y a une prépondérance d'auteurs qui viennent de cette région, ce qui n'est pas étonnant, mais il visait à publier des auteurs de toutes les régions. Donc ces variations dont j'ai parlé, ce sont des éléments avec lesquels ils doivent, comment je dirais ça en français, c'est-à-dire dealer, comme on dit en français québécois, dont ils doivent s'occuper. Et ici, juste pour vous montrer, donc, la provenance des auteurs est indiquée à la fin de chaque numéro depuis je ne sais pas quelle année, mais on voit bien qu'on a presque toujours quelqu'un de Belgique, on a des gens du Nord, du Pas-de-Calais, donc les auteurs picardisants sont bien représentés. Quelle est la politique éditoriale de Schlanchron? J'ai fait une première étude sur cette question en 2003, une étude exploratoire, et j'ai pu comparer par exemple des textes qui avaient été publiés pré-Schlanchron et des textes qui ont été republiés par Schlanchron, soit dans la revue
ou comme livre, parce qu'ils éditent aussi des livres. Et j'ai pu constater que dans certains cas, ils apportaient des corrections au texte original. Un premier exemple de ces corrections, c'est pour la troisième personne du pluriel à l'imparfait, ou au présent dans plusieurs cas, mais en français, on sait tous que les enfants ont énormément de difficultés à savoir si on dit il parlait, est-ce qu'on l'écrit AIT ou AIENT, parce qu'on n'entend pas la différence. En picard, on entend bien la différence. Donc, hyperlouet, c'est le singulier, et hyperlouette, c'est le pluriel. Et cet orthographe avec T apostrophe T marque bien la prononciation du T de troisième personne du pluriel. Une autre correction qu'ils font est que, donc, en picard, ce qui m'a amené à m'intéresser au picard, en fait, c'est cette construction qu'on appelle le redoublement du sujet, le fait que quand on a un sujet lexical, on doit aussi avoir une copie pronominale de ce sujet. Et en picard, c'est une construction qui est utilisée de façon catégorique ou quasi-catégorique. Mais, chez certains auteurs, comme Gaston Vasseur, si le sujet est tout le monde, on ne redouble pas son sujet. Par contre, quand Chlanchon a republié un extrait de Vuitton, ils ont ajouté le pronom. Parce que certains du personnel de Chlanchon sont des locuteurs plus jeunes pour qui le changement linguistique est complété, alors que Gaston Vasseur avait une grammaire plus conservatrice. Et finalement, le dernier exemple est dans les propositions relatives sujet. Ici, dans le premier exemple, on avait une cœur martyr qui s'appelait Noël. Mais en picard, en fait, on va le voir, on n'utilise pas le pronom sujet qui. Et on le voit bien quand on a un antécédent féminin, par exemple. Dans la plupart des textes, à l'oral, ce qu'on entend, c'est « qu'a s'appelait Noël » plutôt que « qui s'appelait Noël ». Et dans cette édition, ça a été corrigé. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté d'utiliser des formes picardes qui sont différentes du français. Ça, c'était une étude qui était très préliminaire. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est un texte qui est beaucoup plus récent, Estanche Sutango, qui a remporté le premier prix de littérature picarde en 2010, un texte de Micheline Vaquet. Et c'est un texte qui m'intéresse parce que d'une part, c'est un très beau texte, et d'autre part parce que l'auteur et l'éditeur de Chlanchon ont accepté de partager avec moi le texte tel qu'il a été soumis à la revue, les modifications qui ont été proposées par l'équipe éditoriale et la version finale qui a été publiée. Un petit mot par rapport à l'auteur, qui est assis juste à côté de moi. Donc, si je bafouille un peu, vous comprendrez pourquoi. Et l'éditeur est assis juste là. Donc, Micheline Vaquet est, jusqu'à un certain point, une personne qui représente bien les changements qui sont survenus par rapport à une période plus ancienne en Picardie. On avait tendance à relativement peu bouger. On naissait dans un village, si on était un homme, on y mourait souvent. Si on était une femme, on épousait peut-être quelqu'un du village voisin, mais les déplacements étaient relativement limités et ce qu'on entendait, c'était le picard de son pays, de sa région. Micheline Vaquet a passé les 13 premières années dans le bassin minier de Lens, dans le Pas-de-Calais. Puis elle a habité pendant plusieurs années à Sommin, entre Douai et Valenciennes. Mais pendant son enfance, elle a passé tous ses étés à Haï-le-Haut-Clocher, pas très loin d'ici, à Amiens. Donc, elle a été exposée à toutes ces variétés de picard, et dans les années 90, elle a décidé de se réapproprier le picard, et pour le faire, elle a suivi des cours ici à l'Université d'Amiens, et elle a suivi les cours de Françoise Rose. Donc, elle est devenue très familière avec le picard de Saint-Leu,
Et en fait, elle a dit dans un article dans le Courrier Picard en 2010, je parle et écris le Picard, celui de Saint-Leu. Donc, il y a toutes ces influences-là qui sont présentes. Que fait une équipe éditoriale comme celle de Schlanchon quand on se confronte à ces éléments? Donc, juste pour vous montrer, puisque je n'aurai pas le temps de tout dire, je vois le temps qui file, mais donc, c'est le tout début du texte. Et on voit, si on regarde rapidement, qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de modifications qui ont été apportées. Mais on voit déjà que, par exemple, pour le pronom de troisième personne du féminin singulier, on a ALE dans la version originale et on a AL dans les deux autres versions. Pour l'adverbe qui veut dire encore, on a queer avec l'accent grave et on a le E final, alors que dans les deux autres versions, on ne l'a pas. Et finalement, l'adjectif resserré, on a R sarré avec une voyelle au début, dont je vais parler un peu, et on voit que dans la version proposée et la version retenue, cette voyelle en début de mot n'a pas été retenue. Donc, il y a certains changements qui ont été apportés. Quels sont-ils? D'une part, et ici, il n'y a pas énormément d'exemples de ce type-là, il y a certains changements lexicaux. Il y a des mots qui ont une apparence plus française. Je ne sais pas si ce sont des mots qui sont parfois employés en picard, mais ces mots qui ressemblent au français ont été remplacés par des mots qui sont perçus comme étant bien picards. Donc, fauteuil, par exemple, a été remplacé par cadeau. Chair a été remplacé par chot. Donc, au lieu de dire ma chère Liane, c'est ma petite Liane. Il faut que tu saches aussi. Aussi a été remplacé par et tout. Donc, on a des changements de ce type-là. On a aussi des changements où on essaie de mieux capturer la prononciation. Donc, on a déjà vu l'adverbe queer. On a vu qu'on perd le E final, qui n'est pas prononcé, qui n'est jamais entendu en picard, donc c'est une lettre qui est inutile. Mais ce qui est plus intéressant ici, dans le cas de queer et dans le cas de pair, c'est qu'on a remplacé l'accent grave par l'accent aigu, pour bien représenter le fait que la voyelle est plus fermée dans cette variété. En 3 et 4, en fait, on voit qu'on a la séquence NM ou 2N, pour bien représenter le fait qu'en picard, il y a un phénomène d'assimilation régressive de nasalisation. Donc, quand une voyelle précède une consonne nasale, cette voyelle est nasalisée. Peut-être pas entièrement, mais au moins de façon partielle. Et un dernier exemple, donc résultat, quand on a un A en fin de mot en picard, on a un A qui est bien postérieur ou qui peut même être arrondi. Et on a choisi de le représenter avec un O plutôt qu'un A pour représenter cette prononciation. On a aussi beaucoup d'apostrophes qui disparaissent ou qui apparaissent. Par exemple, et ça c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on écrit des langues qui ont des traditions orales. On a tendance à beaucoup utiliser des apostrophes pour marquer l'emplacement de lettres qui sont présentes dans une variété apparentée standard, mais absentes dans celle-là. Un des avantages de l'utilisation de ces apostrophes, c'est que c'est une façon d'attirer l'attention sur le fait que, oh, il y a cette relation, n'est-ce pas, entre cette langue qui n'a pas le statut social de la langue dominante et il lui manque quelque chose. Dans un contexte de diglossie ou d'asymétrie de valeurs, ça peut avoir un impact assez négatif. Et on choisit donc, j'imagine ici, j'émets une hypothèse sur les raisons pour lesquelles l'équipe éditoriale a fait ça, mais donc on élimine ces apostrophes. Dans d'autres cas, on le fait pour bien représenter que là où en français, par exemple, on a vraiment deux morphèmes, si on dit Dochun
où on dit d'où, donc D apostrophe O, U, accent grave. D'où, ça veut dire de où, n'est-ce pas? Mais en picard, d'où, ça ne veut pas dire de où, ça veut dire où, tout simplement. Si on veut dire de où, on doit ajouter la préposition de. Donc, le fait d'éliminer l'apostrophe dans un mot comme celui-là, ça représente bien le fait qu'il ne faut plus analyser la forme comme étant bimorphique, mais comme étant vraiment un seul morphème. Dans d'autres cas, on ajoute les apostrophes pour bien marquer la structure. Donc, par exemple, si dans le texte original, on avait del, d et l qui étaient écrits en un seul mot, mais ici, on a bien la préposition de suivie de l'article défini, n'est-ce pas? Donc, on ajoute l'apostrophe pour faciliter l'identification. Dans le cas de la rue de la Poste, ici, on essaie de représenter la prononciation. En picard, à ma connaissance, on ne dit jamais rue de la Poste. On dit rue de la Poste. Et donc, on le représente mieux. Et finalement, dans tous les autres cas, on voit que dans la version originale, on avait qui était écrit en un seul mot, Q-U-I, mais qui est réécrit Q-U'-I. Pourquoi? En français, si on dit l'homme qui vient ou il faut qu'il vienne, on a qui dans les deux cas? On a ambiguïté, n'est-ce pas? On a la même ambiguïté en picard. Mais en picard, on sait par ailleurs que ce qui représente bien une séquence de que, le complémentaire, la conjonction, suivi du pronom sujet. Et on le sait parce que si, au lieu d'avoir un antécédent masculin, on a un antécédent féminin, ce qu'on obtient, c'est cal et non qui. Ou si on a un antécédent masculin, mais que le verbe commence par une voyelle, ce qu'on obtient, c'est qu'il et non qui. Donc, dans tous ces cas-là, où en français, on écrirait QUI, le pronom relatif, en picard, en fait, la forme est homophone dans beaucoup de cas, mais son analyse est différente. Donc, c'est un autre changement qui est observé. Le redoublement des sujets, j'en ai parlé. Donc, on dit je veux des images, on dit chez Girondelle, ils s'en vont. C'est la forme qui est utilisée dans la presque totalité des phrases de Madame Paquet. Mais dans deux cas, il n'y avait pas de redoublement des sujets. Et ça a été ajouté dans la version qui a été publiée. Donc, j'avais, je ne sais pas combien de diapos à vous montrer sur d'autres exemples qui reflètent bien l'analyse qui est faite de la structure du picard et qui faisait aussi des parallèles avec la langue qui est parlée et écrite par des picardisants par ailleurs. Parce qu'une question qui se pose souvent et qui a été soulevée par rapport à certaines langues dont on a parlé, c'est quand on crée ces standards littéraires, est-ce qu'on le fait sur la base de la langue qui est utilisée par la communauté ou est-ce qu'on invente quelque chose pour éloigner, parce que dans le cas du picard, comme c'est tellement proche du français, comme c'est tellement facile de dire que c'est du mauvais français et non une variété qui est distincte, ben, on voit qu'il y a un effort pour distancer les deux variétés. Mais tout ce que toutes mes comparaisons ont montré, c'est que, par ailleurs, ces efforts-là sont basés sur la langue qui est parlée. Même là où il semble y avoir inconsistance dans la pratique qu'on observe, en fait, si on remonte même à Gaston Vasseur, qui est le grand monsieur de la linguistique picarde, surtout pour le vimeux, ben, on voit que certaines formes qu'on pourrait tenter de qualifier comme n'étant pas picardes, en fait, même lui les utilisait, et il y a une raison linguistique pour laquelle il le faisait. Donc, pour conclure, avant de me faire couper la parole très rapidement, donc, en guise de conclusion,
Ce que j'ai voulu montrer, et je l'ai fait de façon bien imparfaite, c'est que la norme littéraire du Picard dans Schlangeron, c'est une norme qui favorise la distanciation du français. Essentiellement, si on a le choix entre une forme qui a l'air française et une autre qui ne l'est pas, ben on choisit la forme qui ne l'est pas. Tant que c'est compatible avec le Picard, vraiment. C'est une norme qui met la variation régionale en valeur. Ça, je ne voulais pas vraiment montrer, mais c'est un aspect très intéressant et je pourrais vous en parler si ça vous intéresse. Il y a un effort pour rendre la structure morphosyntaxique de la langue très claire, un effort de refléter la prononciation, et c'est un standard qui est basé sur la langue parlée et écrite par les picardisants. C'est aussi un standard qui est ouvert aux innovations. En fait, il y a une proposition de changement qui a été rejetée par Mme Vaquet, et c'est pour la troisième personne du féminin pluriel. En picard, comme en français québécois familier, au pluriel, on ne fait pas la distinction entre il et elle, au pluriel. Et si on regarde ma sœur, il dit « al », ça n'existe pas au pluriel. Par contre, Mme Vaquet et quelques autres auteurs insistent pour qu'on fasse la distinction. On la fait au féminin, pourquoi on ne la fait pas au pluriel? Et cette modification-là, alors que l'équipe de Schlangeron aurait voulu qu'il fasse comme Vasseur et tous les autres, ça c'est une modification qui a été rejetée. Donc il y a place à l'innovation aussi. Un dernier contraste que je voudrais faire avec le français québécois, parce que bon, comme ça a été mentionné, je suis québécoise, et le français québécois, jusqu'à un certain point, quand on parle du français québécois familier, c'est vraiment très différent du français standard. Et on entend parfois des Français qui disent que ah non, ben moi je comprends rien au français québécois. Et c'est vrai que parfois ce français québécois familier, on l'écrit. Madame Gauvin a parlé de Michel Tremblay ce matin. Et la frontière entre les deux n'est pas toujours parfaitement claire. Mais je crois que M. Tremblay fait quand même une distinction, parce que même s'il y a des éléments du français québécois familier qui se glissent dans la narration, on voit bien dans ce court passage que la distinction est très claire. Là où c'est la narration, c'est un français que vous comprenez sans problème. Là où c'est le dialogue, vous avez peut-être des problèmes à interpréter, par exemple, tu tricotes trop lousse. Ça veut dire que vos mailles sont trop relâchées. Ça vient de l'anglais. Donc, on a l'utilisation du français québécois familier à l'oral, mais alors qu'on a le courrier Picard qui est publié en Picard une fois par année, je ne peux pas imaginer que le Devoir, le journal intellectuel de Montréal, publie jamais une version en joual. Ce serait un tollé incroyable. Et juste pour vous donner une idée, quand il y a eu il y a quelques années, un Tintin qui a été traduit en joual, on a eu droit à tout un tollé de protestations. Donc, il y a une réception, une conception du Picard et du français québécois familier, ou joual, comme on l'appelle souvent, qui est vraiment différente. Merci.